Quand j'ai lu le sympathisant, pour moi, ça a été comme une illumination. Et du coup, j'étais vraiment très, très, très excitée de lire la suite, le dévoué. Donc, ma première question, elle est assez simple. Elle est à propos de la genèse de cette suite. J'ai lu dans une interview qu'au départ, quand vous aviez écrit le sympathisant, vous n'aviez pas forcément pensé à une suite, mais qu'au fur et à mesure que vous l'écriviez, ce personnage principal ne vous quittait pas, qu'il était presque comme un fantôme qui vous suivait. Et là, je me suis dit, c'est fou, c'est voilà, un auteur qui est vietnamien comme moi, qui a un peu la même histoire, et moi aussi j'ai des fantômes. Thank you very much, and it's a pleasure to be here with all of you. I've never done an event in the 13th before. I've eaten here many times, but never done an event, so it's really great to be here. You know, I don't... C'est un vrai plaisir d'être parmi vous. C'est aussi un vrai plaisir de faire un événement dans le 13e arrondissement. Je suis venue ici très souvent, mais j'avais jamais fait un événement ici. Je ne sais pas ce qu'il en est de l'expérience des Français de descendance vietnamienne. Moi, mon expérience, elle est d'Américains de descendance vietnamienne. J'ai grandi en Californie, mais ce que je sais, c'est que je viens d'une famille de réfugiés, qui était hantée par plein de figures, notamment hantée par la guerre, des figures qui pouvaient être des parents, des soldats, des enfants. Je suis donc un enfant qui a été marqué par l'expérience d'être un réfugié. On sait aussi que les familles vietnamiennes, elles sont hantées par ceux qu'elles ont laissés derrière eux. J'ai vu la souffrance et je sais que c'est une communauté qui est hantée. Et c'est aussi une particularité des Vietnamiens de croire aux fantômes. Et du coup, j'avais aussi envie d'écrire sur ces fantômes. I was also aware that Americans were haunted by this war in Vietnam. They made a lot of movies in the 1970s and 1980s. J'étais aussi très consciente du fait que les Américains eux-mêmes étaient hantés par la guerre. Ils sont tellement hantés qu'ils en ont fait, par exemple, plein de films. Sachez que je les ai tous vus et que ça a été une expérience assez terrible. Donc, écrire le sympathisant, c'était ma manière à moi de prendre ma revanche sur Hollywood et pour tout ce qui m'avait fait, tout ce que j'avais vu. Mais c'était aussi l'occasion de raconter ma propre histoire. En tout cas, l'histoire des États-Unis, celle du Vietnam, celle de la guerre, mais vue de mon point de vue, de ma propre perspective. Et c'est là que je me suis aussi rendu compte qu'il y avait un gouffre énorme entre la compréhension qu'on pouvait avoir de la guerre, les images qu'on pouvait en avoir et la réalité. Je voulais donc écrire ma vérité. Et c'est une vérité dans le sympathisant qui a plu à beaucoup de lecteurs, mais qui en a aussi énervé ou offensé beaucoup. J'ai reçu plein de courriers de haine. D'Américains bien sûr, mais aussi d'Américains, de Vietnamiens américains qui supportaient pas que j'écrive sur un espion communiste. Au point que, par exemple, le livre n'est pas publié au Vietnam. On a une traduction actuellement, mais le livre n'est toujours pas publié. Et du coup, quand j'ai fini le sympathisant, je me suis dit, bon, il reste qui à énerver? Et je me suis dit, les Français. Il y avait déjà quelques références aux Français et au passé colonial français dans le sympathisant, mais là, dans le dévoué, je me suis dit que c'était l'occasion de confronter ce personnage qui est en partie français à toute la complexité de l'histoire, de la culture et du passé commun entre la France et le Vietnam, et de partager aussi cette relation d'amour-haine que le Vietnam entretient avec la France et qu'on entretient tous d'ailleurs avec la France. C'est vrai pour nous tous et dans beaucoup de pays. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que Vietnam Nguyen veut recevoir des hate mails. On va voir si la France va réussir. Si vous allez recevoir des hate mails de Éric Zemmour, certainement. So I'm saying that you're hoping to get some hate mail. I'm sure you will get one from Éric Zemmour, and so he's one of the candidates for our presidential.
Et justement, pour vous montrer un peu pourquoi il espère avoir des hate mails, on va vous lire un petit bout du dévoué. Je commence et Viet Nguyen, qui en fait parle très bien français, va finir. En essayant de trouver le sommeil, je repensais soudain à un professeur de mon lycée qui avait fait ses études à Paris dans les années 1930. Nous le vénérions et l'envions. D'ailleurs, la vénération et l'envie étaient répandues dans notre colonie tauride, comme dans toutes les colonies. Les colons se croyaient divins et les intermédiaires indigènes à leur service, comme mon professeur, jouaient aux prêtres et aux disciples. Rien d'étonnant donc à ce que les colons nous regardent comme des sauvages, des enfants ou des moutons, et que nous les regardions comme des demi-dieux, des maîtres ou des brutes. Le danger à vénérer des êtres humains, bien sûr, et qui finissent parfois par montrer leur humanité imparfaite. Après quoi, le croyant n'a d'autre choix que de tuer l'idole déchue, quitte à en mourir. Certains d'entre nous aimaient les Français, nos protecteurs, et d'autres haïssaient les Français, nos colonisateurs. Mais nous avions tous été séduits par eux. Il est difficile d'être aimé par des gens comme les Français imaginaient leur relation avec nous, ou d'être maltraités par des gens, même si les Français prétendaient le contraire, sans être façonnés par leurs mains, ni touchés par leur langue. Ainsi, avions-nous appris la langue et la littérature française sous la conduite de ce professeur qui avait posé le pied sur le sol de la Gaule, notre patrie, en tant que boursier envoyé pour ingérer le meilleur de la culture française. Il nous était revenu à nous, les indigènes enténébrés, sous la forme d'une éponge imbibée, s'appliquant lui-même sur des fronts que guettait la fièvre révolutionnaire. Ah, les Champs-Élysées, s'enflammait l'éponge. Oh, la tour Eiffel. Et nous nous pâmions tous un peu, rêvant de pouvoir aussi embarquer un jour pour la métropole, équipés seulement d'une valise, d'une bourse et d'un complexe d'infériorité. Ah, Voltaire, se répandait l'éponge. Oh, Descartes. Oh, Rousseau. En vérité, nous adorions lire ces grands maîtres en français pour les cours de l'éponge et nous croyions tout ce qu'ils nous disaient, à savoir que les plus grandes œuvres de la littérature et de la philosophie étaient universelles, que la littérature et la philosophie française étaient les plus grandes de toutes et qu'en apprenant la littérature, la philosophie et la langue française, nous pourrions un jour aussi devenir français, même si notre apprentissage du canon était compliqué par le contexte colonial. De Descartes, par exemple, j'appris que je pense, donc je suis. Mais j'appris également que dans un monde divisé entre le corps et l'esprit, nous, les Vietnamiens, étaient dominés par notre corps, ce qui expliquait que les Français pouvaient nous dominer avec leur esprit. Certains d'entre nous n'entendaient pas les... J'ai abrégé, je suis désolée. Certains d'entre nous n'entendaient pas les insultes et voulaient simplement être aimés de leur maître. Certains d'entre nous ne pouvaient oublier les insultes et voulaient tuer leur maître. Et certains d'entre nous, moi et moi-même principalement, aimaient leur maître, en même temps qu'ils les détestaient. Le français était la langue de notre esclavagiste violeur, tandis que l'anglais était une nouveauté, annonçant une arrivée américaine qui signerait la fin de notre vilissement français. Je maîtrisais l'anglais sans ambiguïté parce qu'il n'avait jamais été notre maître. À présent, enfin à Paris, dans le pays de mon père, en compagnie du socialiste BFD et du docteur maoïste, je m'aperçus soudain que je n'étais pas simplement vu comme un autre par les Blancs. Ils m'entendaient comme un autre également. Car quand j'ouvrais la bouche et brisais la sublime porcelaine de leur langue française, ils entendaient ce que le poète, petit génie, trafiquant d'armes et marchand d'esclaves Rimbaud avait dû entendre, puis plagié auprès de quelques anonymes voyageurs africains ou orientaux. Je hais un autre. Le français n'avait pas besoin de nous condamner. Tant que nous parlions dans leur langue, nous nous condamnions nous-mêmes. Bravo pour ça. Donc bien sûr, après ça, on a envie de demander à Viet quelle est sa relation à la France, quelle est sa relation aux Français. Et justement, il y a tout un passage dans le livre où il évoque cette offensive de charme de la France, et notamment que la France, quand elle parlait de la colonisation, elle parlait il y avait des films, c'était Catherine Deneuve, c'était ou L'Amant, c'était des films d'amour. Well, you know, my father is 88 years old, and so he was born during the period of French rule, and even to this day, he still sings to me
little fragments of French songs that he learned in school. For example. I don't know. You have to do one. Mon père, qui a 88 ans, est né pendant la colonisation française, mais la régulation française? Non, la colonisation française. D'ailleurs, il me chante encore parfois des chansons françaises qu'il avait apprises à l'école. Tout ça pour dire que la colonisation française au Vietnam, c'est pas si ancien. Moi-même, je suis née après la colonisation, mais il y a tellement de souvenirs que j'ai été en quelque sorte mentalement colonisée. Et on voit encore énormément de traces de la présence française, que ce soit dans la culture, dans la nourriture, dans le langage. On est en quelque sorte, on est en quelque sorte lié aux Français, mais c'est vrai aussi pour les États-Unis, puisque moi j'ai grandi aux États-Unis, mais il y a un peu cette même relation. Les réfugiés vietnamiens, par exemple, on ne peut pas dire qu'ils soient tous anti-français. Il y a même souvent un sentiment assez positif en ce qui concerne le passé français. Les Américains aussi, c'est assez ambivalent le rapport à la France, mais il reste une espèce d'attraction avec tout ce qui est cité par exemple dans l'extrait du livre. Dans l'extrait du livre, la Tour Eiffel, les baguettes, la romance. Donc l'attitude américaine, elle est aussi un peu de cet ordre-là par rapport à la France. And so, Americans are ironically responsible for creating an image for the world of Vietnam as a war and as a bad war. So, in a way, the Americans have condemned themselves. Ce qui est ironique, c'est que les Américains sont responsables, en fait, de l'image qu'ils ont créée, de l'image de guerre, notamment. En fait, ils se sont un peu condamnés eux-mêmes avec les films qui ont été tournés, avec les photos qui ont circulé. Ils se sont, en quelque sorte, maintenus sur la scène, et c'est un grand paradoxe, puisque au final, c'est eux dont on se souvient. Pour les Français, c'est pas aussi, c'est peut-être plus insidieux, c'est pas aussi direct. Et en fait, les Français ont réussi un truc qui est de permettre qu'on oublie un petit peu leur participation. Pour le monde, c'est pas aussi, il y a moins de traces qu'il peut y en avoir pour les Américains. En fait, ce qu'ils ont recréé eux, c'est à travers leurs films qu'on a cités tout à l'heure. Indochine par exemple, c'est une sorte de glamour. Ils ont créé un fantasme d'une colonisation glamour qui est autour de la romance. En fait, les Vietnamiens, ils sont soumis à deux fantasmes. Un mauvais, qui est celui de la guerre, un mauvais américain, celui de la guerre, et une sorte de beau romantique français. The committed Le Dévoué, I wanted to continue his adventures and misadventures as someone who is, as always, deeply conflicted. So he is, on the one hand, mentally colonized by French culture, and on the other hand, he hates French culture. Dans mon roman Le Dévoué, je voulais continuer les aventures ou les mésaventures du personnage qui était déjà dans le Sympathisant, qui est un personnage qui est en conflit intérieur permanent, qui est, un peu comme je le décrivais, mentalement colonisé. Il est mentalement colonisé, mais il déteste aussi, par exemple, la politique française. Alors, en fait, je voulais écrire un roman sur la décolonisation, mais une décolonisation qui ne serait pas forcément un succès. Et aussi, je voulais parler des immigrés, des migrants, des réfugiés, mais dans leur quartier. En fait, je voulais surtout pas écrire un roman sur un Américain qui serait amoureux de la Tour Eiffel. Je voulais vraiment situer ce livre dans le 13e arrondissement et au contact d'Asiatiques, de Vietnamiens, de Cambodgiens par exemple. Et je voulais que les personnages asiatiques soient au centre
pas forcément décrits comme des anges ou des victimes, mais vraiment des personnages qui sont complexes et qui touchent à des domaines pas forcément reluisants, au trafic de drogue ou au crime, parce que en tant qu'Américain asiatique, je peux dire qu'on a tous fait ça. Ce qui est amusant, c'est que quand j'ai demandé à mes amis français vietnamiens, ils m'ont tous dit ah non, à Paris il n'y a pas de gangsters vietnamiens. Ce qui m'a un peu surpris, je me suis dit est-ce qu'il y a une modification génétique parce qu'on a tous connu des personnes autour de nous. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a un personnage dans le roman qui s'appelle The Boss, qui était à l'origine vietnamien. Du coup, j'en ai fait quelqu'un de chinois, mais vivant au Vietnam, et comme ça passe. Effectivement, il y a beaucoup d'artistes américains qui adorent la France, qui viennent en France, ils vont à la Coupole et tout ça, et la France, ils adorent, parce qu'en plus, comme ils adorent la France, donc ils donnent un miroir très flatteur pour que la France se regarde. Et il y a notamment, on va mettre Joséphine Baker au Panthéon, il y a toute une mouvement d'artistes américains, afro-américains, qui, justement, comme ils souffraient de la ségrégation aux États-Unis, en arrivant en France, ils se sont tous dit qu'ils avaient découvert le pays de la liberté, ce qui était vrai en tant que noirs américains, attention, mais ils n'ont jamais dit un seul mot contre la colonisation. Donc ce que je trouvais intéressant, c'est comment justement le roman, Le Dévoué, s'inscrit un faux par rapport à cette tradition de l'artiste américain qui s'émerveille d'une France, patrie universelle des Lumières, qui serait absolument pas raciste. Et donc je voulais savoir quelle était la vision de Viet Thanh Nguyen par rapport à la France, le racisme, et quelle était tout simplement, lui, qu'avais-tu et quelle impression il avait eu sur le racisme en France. Mon éditeur, Belfond, est sympathique et m'a mis dans un hôtel à Saint-Germain qui est vraiment très très bien. Mais je me rappelle, la première fois que je suis arrivée à Paris, c'était en 1988, j'avais un sac à dos et je logeais place de la République, donc pas forcément le meilleur quartier. En 2003, on a fait une lune de miel de 7 mois avec ma toute jeune femme à l'époque, et on vivait dans le 11e arrondissement, donc vraiment pas forcément le quartier le plus réputé, le plus oui, et puis fashionable. J'ai du mal avec fashionable. Il y avait très peu, dans ce 11e, il y avait très peu d'Américains, il y avait très peu de touristes. On était loin des centres touristiques et j'ai adoré ça. En fait, je voulais vraiment m'éloigner et j'avais pas confiance dans cette vision américaine. Et c'est vraiment là que je suis tombée amoureuse de Paris, parce que c'était et de ces quartiers-là en particulier. And so when Americans, for example, when Woody Allen makes a movie about Paris and American writers, or now Wes Anderson has a movie je me méfie toujours de la vision américaine, par exemple de ce que peut faire Woody Allen quand il fait un film à Paris, ou actuellement du film de Wes Anderson. Pour moi, c'est des fantasmes, et c'est des fantasmes blancs d'ailleurs, et c'est certainement pas les miens. Déjà, est-ce qu'il y a un personnage asiatique dans un Wes Anderson? Je ne crois pas. C'est déjà un miracle qu'il y ait un acteur noir. Je me demande même s'il n'a pas été forcé en quelque sorte de mettre un personnage noir aussi, puisque comme le film est censé se passer à Paris, et pour faire référence à la tradition qui veut que les Africains américains étaient bien accueillis en France. En fait, moi, je les mentionne presque pas dans le livre. En tout cas, ceux-là, je préfère me référer à Aimé Césaire ou Frantz Fanon, qui étaient autrement plus critiques envers le gouvernement français et qui avaient toute légitimité à le faire, puisqu'ils avaient tous les deux vécu pendant la colonisation française. Dans mon livre, il y a quand même des personnages d'un groupe
de jazz de musiciens africains-américains qui disent à mon personnage que les Français adorent le jazz parce qu'avec à chaque note qui se joue, ils peuvent s'auto-glorifier de à quel point ils sont pas racistes comme les Américains. Et le groupe de musique dit aux personnages, surtout, nous on parle très bien français, mais surtout ne nous fait pas parler français parce que les Français pourraient comprendre ils pourraient croire qu'on est des Africains et ils nous détesteraient à ce moment-là. And so over the past 23 years, I've spent about 18 months altogether in France. And I've enjoyed my time in France and in Paris very much. En 23 ans, j'ai passé 18 mois, en tout 18 mois en France et j'ai adoré ça. Mais c'est vrai qu'en France, c'est la première fois que je me suis dit... en France, j'ai pu expérimenter du racisme pratiquement en face, quoi, dans ma face. On m'a appelé chinois, ce qui je pense est une insulte. En tout cas, ça avait l'air très négatif. Quand on m'a pratiquement craché dessus en m'appelant chinois, une femme blanche et une femme noire, toutes les deux. À Aix-en-Provence, c'est des ados qui m'ont suivi et qui ont dit Ching Chong. Est-ce que pour autant je pense que la France est plus raciste que les États-Unis? Je ne sais pas, je ne crois pas. En fait, aux États-Unis, j'ai grandi dans une communauté qui était très diversifiée, mais où donc le racisme était peut-être moins évident. Et en même temps, je suis constamment exposée à un racisme anti-asiatique, constamment, parce que ça passe par les films, la musique par exemple. En fait, on nous rappelle constamment que les Asiatiques aux États-Unis, c'est les autres, en tout cas pas des Américains. Donc je dirais que les Français et les Américains sont autant racistes l'un que l'autre, mais de manière différente. Je demandais donc par rapport à la hausse justement du sentiment anti-asiatique après la pandémie, comme on est beaucoup à l'avoir en tout cas constaté, et surtout aux États-Unis où en fait on s'est rendu compte que ce n'était pas que des mots, puisqu'il y a eu effectivement un attentat à Atlanta qui était dirigé contre des femmes asiatiques. Donc je demandais à Viet, puisqu'il a écrit dessus dans le New York Times dans un op-ed. Yes, of course, after Donald Trump described the COVID-19 as the China virus and the Kung flu. Tout à fait, parce qu'une fois que Trump a décrit le virus comme le virus chinois, ça a été vécu pratiquement comme un encouragement à être encore plus virulent dans le rapport anti, ça a été donc vécu comme un encouragement à être encore plus virulent contre les Asiatiques aux États-Unis. En fait, c'est quelque chose qui existe quasiment depuis que les premiers immigrants sont arrivés. Je vis à Los Angeles et par exemple, tout près de chez moi, au 19e siècle, il y a 19 immigrés chinois qui ont été tués par un groupe de bandits. Et c'est qu'un exemple, c'est un des exemples les plus frappants, mais c'est qu'un exemple, il y a plein d'autres exemples d'incidents comme ça. En fait, la base aussi du racisme anti-asiatique, c'est que c'est lié au fait qu'il n'y a pas de différence entre les différents groupes. En gros, tout le monde est chinois. J'ai beau dire parfois je suis pas chinois, je suis vietnamien, je reste une sorte de chinois. Et à ce titre, quand on parle de virus chinois, forcément ça renforce cette idée. En fait, pour l'article que vous citiez dans le New York Times, j'ai fait beaucoup de recherches et je me suis rendu compte que c'était pas que aux États-Unis, mais que ça avait lieu un peu tout autour du monde. Et j'ai vu que c'était aussi en France, qu'il y avait eu tout ce mouvement des Asiatiques français qui disaient « je ne suis pas un virus ». Donc j'en déduis qu'ici aussi, il y a pu avoir ce mouvement anti-asiatique. En fait, le racisme anti-asiatique, il est mondial, il est latent et il demande qu'à se réveiller assez régulièrement. Je vais juste vous lire pour le 13e, I just want to read a small part about what you write about le 13e.
Contrairement au pari de Maurice Chevalier et de Catherine Deneuve, la plus grande partie du XIIIe manquait de charme. Quant à savoir si les autorités laissaient les Asiatiques y habiter à cause de sa laideur ou si c'est la présence de ceux-là qui accentuait celle-ci, c'était une autre affaire. Well, I would hope that if that in fact the French fantasy, which is the American fantasy about charming Paris and so on, can include people of Asian descent or people of other descent, non-white descent, here in France. But I'm not sure that, but that will be very hard to do, I think. But it could happen, maybe. But making the 13th or some place like the 13th into a place that is representative of Paris or France as a whole, I think would be even more difficult. So in other words, it would be easier to try to make the fantasy of Paris more inclusive with non-white people than it would be to take a place. J'espère que le fantasme lié aux Français peut inclure des gens d'origine différente. Je ne suis pas certain que c'est possible, ça doit être difficile à faire. Et en fait, ce qui est un peu compliqué aussi, c'est de se dire que, par exemple, le 13e est représentatif de Paris ou de la France. Non, pas vraiment. Ça serait mieux de partir du fantasme de Paris, d'un fantasme d'un Paris qui serait plus représentatif. En fait, ce que vous avez cité dans le livre, c'est un commentaire du héros, et c'est un commentaire qui est bien évidemment ironique. Pour lui, il voit qu'il y a un problème. Mais vous savez, aux États-Unis, c'est un peu pareil. Par exemple, moi, je ne vis pas à Chinatown, à Los Angeles. J'ai grandi dans une communauté principalement vietnamienne. Mes parents avaient une épicerie vietnamienne. En fait, j'ai grandi dans ce qui était l'équivalent du 13e, ici, à San José. En fait, tout ça m'est très familier et pour moi, c'est assez traumatisant. Toute ma vie, j'ai voulu mettre un peu ça à distance et surtout écrire à ce sujet. Et ça m'intéresse pas de vivre dans un endroit où il y a pratiquement qu'un groupe qui est représenté. Ça m'intéresse davantage d'être dans un quartier ou un endroit où beaucoup de monde, beaucoup de communautés sont représentées. Et ça m'intéresse plus aussi pour élever mes enfants. L'idée, c'est, il y a par exemple d'autres quartiers en Californie du Sud où il y a une middle class asiatique, des quartiers très très bien, mais ça non plus, ça m'intéresse pas. Je veux pas en fait être dans un endroit où on reproduit en quelque sorte les problèmes et ce qui s'est passé avant. Alors vous écriviez aussi, ce qui est assez vrai, que la vision en France de plusieurs personnes non blanches rendait nerveux. Donc j'explique qu'actuellement il y a tout un débat et la peur du communautarisme. Donc effectivement le fait de voir plusieurs personnes regroupées non blanches va provoquer une certaine nervosité. Donc il y a tout ce débat aujourd'hui sur la cancel culture et le wokisme, donc tout ça qui vient des États-Unis, qui serait exporté en France, qui a été condamné par notre ministère de l'Éducation et par Éric Zemmour et d'autres personnes. Bref, donc c'est vraiment un débat qu'il y a actuellement et il y a toujours cette relation amoureuse entre la France et les États-Unis. Donc, en fait, donc je voulais que Vienne nous parle de ce débat qui a très très fort aux États-Unis sur le wokisme, donc la cancel culture. Enfin, donc ça c'est tout ce débat parce qu'effectivement en fait à partir du moment où il y a des voix de minorités qui se font plus entendre, il y a toute une frange de la population aux États-Unis, donc plutôt blanche, qui dit qu'on ne peut plus rien dire, qu'il y a une espèce de terrorisme intellectuel de ces autres franges-là, et qu'aujourd'hui on voit ce débat est en train de se déplacer en France, et en France on accuse les Américains d'avoir exporté ces concepts-là, et bon, je crains de le dire, mais effectivement le Viet Thanh Nguyen pourrait être taxé de wokisme par beaucoup de détracteurs en France, ce qui le réjouit puisqu'il pourra avoir ainsi ses hate mails. Mais donc je voulais avoir son analyse sur ce débat qui est actuellement très fort aux États-Unis et en France.
Alors, ce qui est amusant, c'est que quand j'allais à l'école dans les années 80-90, c'est que les profs, les Américains conservateurs, accusaient les Français de tous les maux et notamment d'avoir importé des philosophes décadents comme Derrida ou Foucault, et nous avoir implanté des idées. Et ce qui est encore plus amusant, c'est qu'aujourd'hui, les Français, c'est le tour des Français de blâmer les Américains pour un peu les mêmes raisons. There being French ideas or American ideas about these issues of race and inequality and so on, because in fact these are global issues. And so that's why it was important for me in the Committed. En fait, c'est un sujet qui est global. Dans Le Dévoué, par exemple, j'ai fait très attention de citer des auteurs qui ne sont pas des Américains. J'ai cité Fanon, j'ai cité Césaire. Pour eux, c'est des Français, en fait. Et c'est des Français qui ont vécu, comme on disait, la colonisation directement. Et c'est des Français qui parlent du racisme français. En fait, toutes ces idées-là, elles font tout le temps l'aller-retour. Black American resistance to nous, les auteurs d'origine étrangère, en fait, on a toujours fait circuler ces livres-là de Fanon, de Césaire. Et c'est pour dire qu'on ne trouvait rien qui en parlait et qu'on était confronté au racisme. Et que donc, c'était en quelque sorte des réponses qu'on trouvait là-dedans. Mon roman, j'ai voulu en faire une expérience de la décolonisation, plus que de parler de la colonisation, plus que du racisme. Parce qu'en fait, quand on parle du racisme, que ce soit d'un point de vue américain ou d'un point de vue français, finalement, ça réduit le problème à une histoire de frontières. On pense qu'on peut le résoudre juste en élevant un mur ou une frontière. La vérité, c'est que la France et les États-Unis ont tous les deux été des sortes d'empires coloniaux mondiaux. Et qu'en fait, il y a un vrai partenariat quasiment entre les deux. La France a en quelque sorte offert sur un plateau le racisme aux États-Unis. Et du coup, c'est difficile dans les deux cas pour certaines personnes. Ils ont du mal avec cette critique-là. Et du coup, c'est là qu'on est taxé de cancel culture ou de wokisme. Donc, ces critiques-là, elles sont pas, bien sûr, elles simplifient tout à l'extrême, mais elles ont pas totalement tort, dans le sens où elles menacent les États-Unis. Et en fait, la menace des États-Unis, elles font peur aux États-Unis. Et ce qui fait peur aux États-Unis, c'est par exemple de se dire que la guerre du Vietnam n'était pas un accident. C'était pas un seul épisode. En fait, la guerre du Vietnam, elle résulte de l'histoire américaine. Qui est un pays colonisateur. Et en fait, même l'histoire des États-Unis, elle est basée sur l'envahissement et la colonisation, même le tout début de l'histoire américaine. En fait, les Américains, ils ne peuvent pas croire ça, mais toute l'histoire des États-Unis, c'est basé sur la colonisation. C'est juste qu'on ne dira pas colonisation, on parle d'American Dream. We call colonization in the United States the American Dream. Je demande donc si ça menace aussi justement le modèle français, la francité, l'identité nationale française. The reason why I think the situations in France and the United States are parallel, instead of in antagonism with each other, is that the debates that the French have are quand je dis que la situation est parallèle entre la France et les États-Unis, je persiste, elles ne sont pas antagonistes, elles sont vraiment parallèles. C'est juste que, c'est pas juste, mais c'est plutôt que le débat se situe sur les mots qui sont un peu différents. En France, par exemple, on va parler d'universalisme. Et en gros, on s'abrite derrière l'universalisme pour dire que si on refuse d'avoir une vision universelle, alors on est raciste. Aux
aux États-Unis, on parlera plutôt de multiculturalisme et on essaye de préserver, enfin on veut surtout pas qu'il y ait une inégalité entre les différentes cultures. À mon avis, il n'y a aucune des deux attitudes qui fonctionne réellement. Pour moi, à moins que les États-Unis reconnaissent leur histoire et que leur histoire est basée sur le meurtre, la colonisation, l'esclavage et donc à la fin sur le racisme, on n'en sortira pas. Et pour les Français, c'est pareil. Célébrer les beautés de l'universalité, de l'universalisme, sans reconnaître que là aussi l'histoire française s'est appuyée sur la colonisation et surtout participer à cette idée presque romantique que les Français allaient civiliser des pays, ce qui revenait à dire que donc vous installez, vous violez des femmes, enfin vous violez des gens, vous les tuez en prétendant que vous ne le faites pas. En fait, ça revient strictement au même. I will just read about the Vietnamese diaspora, the Viet Kieu in France. Quant aux Vietnamiens restés en France, la culture française les avait prémâchés depuis l'époque où ils étaient au Vietnam. À leur arrivée en France, ils étaient déjà, tels certains fromages, assez mous et aisément assimilables, qualité qu'héritaient leurs enfants idéologiquement pasteurisés. So it's the part when you say about the French Vietnamese, like, the vache qui rit, we were like ideologically pasteurized, so he's talking about us here. So I wanted to end with this last offense, and maybe you can tell us about how you see Viet Kieu in France compared to the Vietnamese diaspora, in America, and maybe afterwards we can talk with them. Well, yeah, again, I apologize. I'm sorry. You can tell me if I'm wrong, but. Anyway, vache qui rit is very good, Alors, à nouveau, je suis désolée, et surtout, dites-moi si j'ai tort. Ce que je trouve assez formidable ici, c'est dans la communauté vietnamienne en France, par exemple, c'est qu'il y a une vraie diversité idéologique. On peut être communiste, on peut être marxiste, on peut être un peu tout ce qu'on veut. Alors qu'aux États-Unis, il y a quand même une domination dans le groupe vietnamien américain d'anticommunistes. D'ailleurs, il y en a qui me détestent et qui pensent qu'ils liront jamais mon livre parce qu'ils pensent que je suis communiste. Non pas que j'ai quoi que ce soit contre le fait d'être communiste, mais en tout cas, ça va les empêcher de me lire. Ce qui est intéressant quand même, c'est que aux États-Unis, la communauté vietnamienne, elle est un peu comme toutes les autres communautés, c'est-à-dire qu'elle cultive vraiment une fierté d'être un groupe avec des caractéristiques distinctes. Elle cultive encore le langage, elle cultive la nourriture, par exemple. Aux États-Unis, on peut dire qu'on est américain, mais vietnamien américain. Ce qui me frappe plutôt ici en France, c'est que j'ai l'impression qu'on parle plutôt d'être d'abord français. En tout cas, qu'il y a une espèce d'emphase sur le fait d'être français. Et moi aussi, j'adorerais en fait être juste français, ou français d'abord, ou américain d'abord, ou juste américain. Malheureusement, je pense que je suis un peu trop proche du héros de mon livre, une espèce de bâtard qui résiste assez vivement à être 100% quelque chose, 100% français, 100% américain, 100% vietnamien. Après, j'ai une grande affection pour ces communautés, mais je dois dire que j'ai aussi un peu de scepticisme. Bien sûr, quand j'ai parlé des Afro-Américains, c'est parce qu'il y avait la panthéonisation de Joséphine Baker, mais évidemment qu'il y a des écrivains Afro-Américains qui ont critiqué le racisme en France. Et donc la question était par rapport à l'adaptation du Sympathisant, qui va être fait par un réalisateur d'origine coréenne. Et donc vous demandiez si pour Viet Thanh Nguyen c'était important de déconstruire
white gaze, donc le regard blanc, pour justement sortir de ces stéréotypes qu'on nous impose au cinéma. Donc, et la deuxième question, donc là c'est pour que Viet Nguyen et plein d'autres hate mail, c'était donc vous soulignez qu'effectivement il y a une divergence idéologique qu'il y a aussi aux États-Unis, c'est-à-dire que dans la communauté vietnamienne, il y a toute une partie de la communauté qui est très à droite et qui va voter Zemmour et Le Pen, tout comme effectivement aux États-Unis, il y avait plein de Vietnamiens qui étaient pro-Trump et leurs enfants pas forcément, et ça a créé vraiment des dissensions dans les familles. Et donc, vous demandiez quel était le message de Viet Nguyen à cette communauté vietnamienne qui va voter Zemmour et Le Pen. Donc, on est prêt pour les hate mails juste après la rencontre. 3, 2, 1, partez. Le réalisateur, donc Park Chan-wook, dont je vous invite à voir ses films, Old Boy. Et sa série télé qui s'appelle Little Drummer Girl. C'est vraiment superbe. D'ailleurs, en fait, pour tout vous dire, quand j'écrivais Le Sympathisant, j'avais en tête Old Boy parce que j'ai trouvé ça complètement fou, mais fou dans le bon sens du terme. C'est un film qui est très stylisé. Le traitement de la violence, par exemple, ça a laissé une image assez profonde en moi. Et en fait, je voulais reproduire ce style cinématographique littérairement. On s'est rencontrés plusieurs fois. Lui, c'est un homme passionnant qui avait vraiment lu le livre, qui avait plein de questions à me poser, qui avait plein de suggestions aussi très intéressantes. Du coup, je lui ai dit mais où étais-tu quand j'étais en train d'écrire? En fait, l'idée c'est d'avoir vraiment une collaboration entre lui et moi, une collaboration avec quelqu'un en qui j'ai confiance, parce qu'en fait, il faut que je renonce en quelque sorte à mes droits sur ce livre. On ne peut pas prévoir ce que ça va donner, mais pour moi, j'ai l'impression de m'être engagée avec la personne en qui j'ai le plus confiance. Park Chan-wook n'est pas vietnamien, comme vous le disiez, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de similarités entre l'histoire coréenne et l'histoire vietnamienne. On parle de guerre, on parle de colonisation. C'est quelqu'un qui est très politiquement engagé, qui a en tout cas une grande conscience de l'histoire de son pays. Son film, par exemple, de Little Handmaiden, c'est sur l'occupation japonaise. Et c'est sur l'occupation japonaise. C'est un film qui est assez violent, qui est très anti-colonisation, mais c'est aussi un superbe film, assez sexy. Et c'est en fait ce que j'aimerais avoir pour la série du Sympathisant. That's exactly what I want for The Sympathizer. Your second question. The year 2020 was a very stressful year for me and for many other Americans. We had the virus, we had the murder of George Floyd, we had the Black Lives Matter movement, and we had Donald Trump and his campaign for the presidency. And for those of us who are Vietnamese Americans, vous savez, 2020, ça a été vraiment une année très très stressante pour nous, les Américains. Il y a eu le virus, bien sûr, on a eu le meurtre de George Floyd, il y a eu Black Lives Matter, et il y a eu la campagne de Donald Trump pour l'élection. Et comme vous disiez, ça a créé d'énormes divisions au sein de la communauté vietnamienne américaine. Il y avait une grande proportion qui a très vigoureusement supporté Trump. Ça a créé beaucoup de peine chez leurs enfants, par exemple, souvent chez leurs enfants ou leurs petits-enfants, qui se sont posés des tas de questions et qui se sont dit mais qu'est-ce qu'on peut faire et comment continuer à respecter nos aînés alors qu'on n'est pas d'accord avec eux. Moi, personnellement, en fait, je me considère comme un bâtard qui n'est pas intéressé. Je suis pas intéressé dans cette idée de les respecter. C'est un moment qui est forcément intéressant, mais j'ai pas envie de leur dire quoi que ce soit en fait, et je vais rien leur dire. Pour moi, on est des ennemis. On est des ennemis. On ne peut pas s'abriter derrière le fait qu'on est tous vietnamiens. Si
ils sont pour Trump, eh ben, il y aura une bataille. J'applaudis vraiment très fort les efforts de leurs enfants ou de leurs petits-enfants, mais je ne suis pas intéressée. Donc on revient sur l'adaptation au cinéma. Donc déjà, on remercie pour le sympathisant. Je reviens sur l'adaptation au cinéma et comment justement, à travers cette adaptation et cette fameuse vengeance sur Hollywood dont Juliette nous a parlé tout à l'heure, sur la représentation en fait, la représentation au cinéma. Ce qui est amusant en fait, c'est que la première personne qui a acheté les droits du sympathisant n'était pas américaine mais canadienne. Et je me suis dit c'est super parce que si ça avait été des Américains, ils m'auraient niqué. Ensuite, les droits ont été revendus à HBO. Alors bien sûr, c'est une super grosse boîte, super grosse boîte énorme, mais qui a l'intérêt de trouver des opportunités assez étonnantes. Par exemple, c'est eux qui ont fait un documentaire de 4 heures de Raoul Peck qui s'appelle Exterminate All the Brutes, donc tuons toutes les brutes, qui raconte en gros 400 ans de suprématie blanche. C'est aussi eux qui ont fait ce documentaire de James Baldwin, consacré à James Baldwin, qui s'appelait I'm Not Your Negro. Qui du coup avait un message quand même très très fort sur la colonisation, la décolonisation. Du coup, pour moi, le livre, il est entre les mains actuellement, on en est au stade où on écrit le script de cette série et il y a ce qu'on appelle une writer's room qui est en fait le groupe d'écrivains, de scénaristes qui sont rassemblés. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que le chef de ce groupe, c'est un homme blanc canadien, il y a un autre homme blanc, et après il y a 2 femmes, une qui est vietnamienne-américaine et une qui est vietnamienne-australienne. Non. Ah pardon. Yes, there are Vietnamese women, but there's a whole group of Asian Americans. Oh, ok. Donc il y a un groupe d'Américains asiatiques, mais il y a aussi 2 femmes vietnamiennes. Vietnamiennes-américaines. Dans le groupe, il n'y a quasiment pas de blancs en fait. C'est à part le head, c'est quasiment que des femmes et que des non blancs. Donc effectivement. Par rapport à votre question sur la représentation, c'est un des premiers points énormes qu'effectivement une writer's room soit composée quasiment que de non-blancs. On en est loin ici. Alors après, donc ce qui me rend plutôt optimiste, parce que je trouvais que c'était vraiment un point important. Après, donc comme je le dis, je suis un bâtard, donc je suis pessimiste, et il est fort possible que je sois niqué par Hollywood. En tout cas, si je dois l'être, je voudrais... parce que je vais avoir un tout petit rôle dans la série, j'ai demandé au réalisateur, je voudrais être tué plusieurs fois, je voudrais que ça soit très spectaculaire dans le fond, dans le décor. Je voulais juste préciser pour ceux qui n'ont pas lu Le Dévoué, mais qui vont le lire, que si Viet Thanh Nguyen dit souvent de lui qu'il est the bastard, c'est comme le héros qui se décrit comme the bastard. Je préfère. Moi, ça va être une question pour orienter la discussion, peut-être vers quelque chose d'un peu plus anti-intellectuel. Donc je suis un petit peu gênée de la poser, mais je suis très curieuse aussi. J'ai une question sur Paris by Night. Alors, parce que donc je pense que je vais lire avec beaucoup d'impatience votre roman en espérant voir comment vous allez parler de ces cassettes, parce que elle leur renvoie à des souvenirs assez structurants de mon enfance, mais aussi très gênants. Donc en fait, question très ouverte, qu'est-ce que vous pensez de cette industrie, de ces spectacles, musicalement, esthétiquement, même de manière un peu plus ouverte aussi. Quel est votre avis sur cette culture, on va dire, je sais pas comment dire, très propre à la diaspora vietnamienne, et du coup à laquelle on a pu être exposé, des gens de mon âge par exemple, à défaut de n'avoir pu, par exemple, aller au Vietnam.
Alors, Paris, donc c'est cette émission, oui, je fais comme si c'était évident, mais ça l'est pas. C'est en fait des émissions que, quand on est vécu, on a tous entendu quand on était petit, parce que nos parents et nos grands-parents adoraient ça. Donc, c'était des espèces de shows de variété où les gens chantaient. Moi, je trouvais à l'époque qu'ils chantaient hyper mal, mais maintenant, quand j'écoute les chansons, ça me fait pleurer. Donc, bref. Donc, j'ai les filles, elles étaient en Haozaï, il y avait des musiques sirupeuses. Et en fait, j'ai découvert récemment que tout est. Moi, je croyais que c'était au Vietnam, puisqu'ils parlaient tous vietnamien, mais pas du tout, en fait. C'était tourné aux États-Unis. Et ils faisaient comme s'ils vivaient dans un Vietnam qui était resté avant 75, en fait. C'était ça. Et toutes nos familles connaissaient par cœur toutes les chansons, chantaient sur ces chansons-là. Donc, c'est un truc, comme vous disiez très justement, qui est très embarrassant et en même temps très, très émouvant. Donc, voilà. I too grew up with Paris by Night, and the funny thing is that my parents are very, very strict, very, very conservative Catholics who would never permit anything risque or daring or sexual in their house. But they watched Paris by Night, and they had many, many, many tapes of Paris by Night. And of course, if you watch it, it features a lot of very barely clothed women, for example, dancing and singing and all of that. So that was definitely a part of my life, and the life of so many of us in the diaspora. And I felt that for us, alors c'est amusant parce que j'ai grandi moi aussi avec Paris by Night. J'ai été élevée dans un foyer avec des parents qui étaient très très stricts, des catholiques vraiment très très stricts, qui n'auraient jamais accepté quoi que ce soit d'un peu osé, d'un peu risqué, de certainement pas sexuel, mais qui regardaient Paris by Night avec ces femmes pratiquement nues, avec ces spectacles très assez sensuels. C'est vraiment une partie de ma vie, mais même au-delà de ça, je dirais que pour nous, c'est notre Hollywood. Finalement, les souvenirs qu'on a, ils sont tous pratiquement liés à la guerre. Et Paris by Night, ça a été l'occasion de créer nos propres souvenirs. Les Vietnamiens du Sud, particulièrement, on les connaît, on les aime parce qu'ils adorent ça. Ils adorent chanter, ils adorent danser, ils adorent fumer. Ils ont ce côté un peu coquin. Après 75, en fait, la musique qu'ils avaient créée, la musique populaire, elle a été interdite quand le pays est devenu communiste. Et du coup, Paris by Night, c'est devenu une sorte de fantasme, en tout cas de notre fantasme. Et le personnage du sympathisant, donc notre bâtard, il insiste aussi sur l'aspect politique de la chose. Parce qu'à partir du moment où on supprime, on interdit de chanter ou de danser, lui il dit « je veux pas faire partie de cette révolution-là ». Je veux pas faire partie d'une révolution qui interdirait ça. Et pour moi, c'était certes une référence que je trouvais amusante, mais c'était aussi une manière de marquer cette idée-là, que l'importance aussi du plaisir qui a été longtemps réprimé. J'ai retrouvé le passage sur Paris by Night. La beauté de le spectacle avait été filmé en direct à Los Angeles dans un Hollywood parallèle où nos compatriotes avaient atteint le rang de stars. La beauté de cet exploit était patente chaque fois que la caméra filmant public montrait des visages en extase, souriants, ravis de voir ce que nos gens du Sud savent mieux faire, se donner en spectacle. On peut compter sur nos gens du Nord où j'étais née pour se fixer sur l'idéologie, la politique, la connaissance, la poésie. Ils tiennent leurs compatriotes du Sud où j'avais grandi pour décadents et obscènes. Ils ont peut-être raison, mais si les nordistes proposaient une utopie que l'on ne peut trouver nulle part, les sudistes avaient créé un fantasia où l'on pouvait vivre partout où il y avait une télévision, un monde rêvé où les hommes portaient sans crainte des paillettes et les femmes portaient sans crainte presque rien. J'ai une question. Est-ce que vous pensez que le racisme et la colonisation dans les pays et par les pays occidentaux, la situation pourrait s'améliorer entre guillemets avec la diffusion et la croissance de pays de puissances asiatiques comme la Chine ou
avec le soft power coréen? Well, good question. I don't know why you're asking me. I don't have any authority on these issues, but I think that the answer is a little bit yes and mostly no. I think, for example, with the rise of Korean. C'est une bonne question. Elle est tellement bonne que je me demande pourquoi vous me la posez à moi. Ma réponse serait un petit peu de oui et beaucoup de non. On a vu dernièrement, par exemple, une mise en avant très forte de la culture coréenne à travers des tas de choses, à travers les films, à travers la K-pop, par exemple. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on peut dire qu'à un niveau mondial, il y a plus de représentation. C'est intéressant aussi de noter que, par exemple, les plus grands fans du groupe BTS ne sont pas forcément que des ados coréens, mais un public qui est très très blanc. Et forcément, il se peut que tout ça ait un impact contre le racisme, enfin sur le racisme. Plus on est confronté à autre chose, on peut se dire que ça peut être une bonne chose pour combattre le racisme. Maintenant, si on regarde d'un point de vue politique, la Corée, c'est un allié des États-Unis, en fait. Et c'est même son existence elle-même est liée intimement aux États-Unis. Du coup, on reste quand même dans une vision globale américaine. Et j'ai encore plus de doutes sur la montée de la puissance de la Chine. On voit qu'il y a une tension énorme et assez perpétuelle entre la Chine et les États-Unis. On va voir aussi ce que va continuer à donner cette histoire commune qu'ils ont, enfin commune ou antagoniste. Mais, donc, c'est un peu compliqué parce que on a peut-être plus, maintenant on a beaucoup accès à des biens chinois aux États-Unis, à des biens, à des services ou à des choses comme ça. Donc on est plus familier de ça et pourtant ça a pas rendu certains Américains moins virulents contre les Chinois. La globalisation, elle peut soit nous rassembler, soit certainement nous diviser encore plus. La question sans spoiler et sur le fait que dans la fin du Sympathisant il y a une forme d'espoir vraiment et que cette lectrice donc, qui a déjà lu The Committee, donc le dévoué, n'a pas trouvé à la fin du dévoué. So when I wrote The Sympathizer, I did not know there would be a sequel or that it would be a trilogy, which is what it's going to be. And so I wanted to end The Sympathizer on a note of complicated hope. I mean, he is hopeful, but he's also terribly damaged at the same time. And he's facing tremendous obstacles. Déjà, quand j'écrivais Le Sympathisant, en fait, à ce moment-là, je ne savais pas qu'il y aurait une suite. Et je savais encore moins que j'allais en faire une trilogie. Du coup, Le Sympathisant termine sur on dirait une sorte d'espoir compliqué ou espoir complexe. Le héros doit certainement affronter de terribles obstacles, mais il y a, c'est vrai, cette petite note d'espoir. Le dévoué, ça va être le livre du milieu. Le deuxième livre de la trilogie. Et on peut dire que si le héros du Sympathisant pensait avoir touché le fond dans Le Sympathisant, en fait, dans le dévoué, il va découvrir qu'il y a un fond en dessous du fond et que il va devoir se battre, se battre contre dans des situations, contre des situations qui étaient en partie exposées dans Le Sympathisant, mais qui vraiment prennent toute la place dans le dévoué. En fait, j'ai pas la place du tout dans le dévoué de lui donner de quoi se battre pour atteindre une forme d'espoir. Tout ça, ça sera dans le troisième roman. J'ai déjà des tas d'idées, mais avant d'écrire ce troisième roman, j'écris actuellement mes mémoires, et donc ça viendra ensuite pour finir la trilogie. Alors, votre question était sur le fait que vous avez aimé, en fait, dans le Sympathisant, de lire sur la communauté la VQ américaine. Et donc, la deuxième partie, c'était sur... Qu'est-ce que Viet a son lu point de vue sur la littérature, sur la diaspora VQ et sur ce qu'il a lu sur... voilà, alors, sur la littérature VQ, c'est ça? Voilà, c'est ça.
Okay, so my problem is that I don't read French very well. And so when I first met Duan, for example, this was a few years ago, I could not possibly read her books. Now, after a few years of studying French, I think I'm about ready to start reading some of the authors that I met and whom I had conversations with when I was here in 2017 and 2018. So the problem for me was how to read, the access to the literature of French Vietnamese writers had to be in translation. And so the most well-known of those writers was Linda Lay. Mon problème à ce niveau-là, c'est que pendant très longtemps, j'ai pas pu bien lire le français. J'ai étudié depuis longtemps. Je pouvais même pas lire, par exemple, les livres de Doan. Alors, je le regrette beaucoup quand on s'est rencontrés en 2017 ou 2018. Mais maintenant, je me sens presque prêt. Je suis certainement prêt à lire tous les livres des auteurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Du coup, la difficulté, c'était que le seul accès que je pouvais avoir à une littérature française vietnamienne, c'était si ces livres étaient traduits. Et donc, il y en a eu très peu. Et un des seuls exemples que je peux avoir en tête, c'est Linda Lay. Et c'est difficile de se dire si elle est vraiment si représentative. Il y a une telle différence stylistique qui la rend très distinctive que c'est un peu compliqué de la prendre comme exemple. Si je dois la définir, pour moi, elle est plus expérimentale, certainement, que par exemple, les auteurs américains. Elle a des thèmes un peu particuliers qui sont sur la folie, qui peuvent être sur l'inceste. Si je pense aux auteurs américains, vietnamiens américains, pour moi, ils ont une approche qui est peut-être plus réaliste, plus pragmatique, avec des sujets qui sont plus proches, qui peuvent être la guerre, qui peuvent être les réfugiés, le racisme par exemple, et où il y a moins on est moins sur un terrain psychologique, mais ça demande en fait qu'à se rétablir, et pour ça il faut que j'arrive à maintenant découvrir tous ces autres livres. I just want to add, actually, I'm also reading the novel by Tuan, Chinatown, because it's now translated in English, right? And it's great, and it's also something completely unlike what Vietnamese American writers would write. Et bien sûr, je suis en train de lire le livre de Tuan, qui s'appelle Chinatown, et que je trouve absolument fantastique. Je l'ai pas encore fini, mais c'est bientôt fini. Et là aussi, ce qui me frappe, c'est que c'est vraiment tellement différent des standards américains, par exemple. Si on se plaçait d'un point de vue américain, ce livre, on pourrait presque le qualifier d'expérimental. Il joue avec différents temps, par exemple, ou différentes époques. C'est vraiment, pour moi, c'est lié, cette différence aussi frappante, elle est liée en fait aussi à l'histoire littéraire américaine. On est plus dans le réalisme et dans le récit, en quelque sorte. Et on n'est pas dans ces standards français qui ont peut-être une forme un peu plus élevée d'appréciation de la littérature. I just want to say thank you to my editor Caroline Ast for translating, for Duan, for asking wonderful questions and engaging so deeply with these books. And thanks to all of you for your patience. You've been here for over 2 hours. American audiences would not tolerate this, so I take this as a very positive sign of French culture.